Dans le centre-ville de Port-au-Prince, une nouvelle journée démarre sous les tirs. Une scène ordinaire dans la capitale haïtienne. Monter en position stratégique, pas mettre pied sol, pas faire pied terre. Sous haute sécurité, le gouvernement de transition s'est réuni au Palais national, provoquant une riposte des gangs. Monsieur, voilà le cortège Jabral passé. Vous êtes monté sous carnivore, moi, s'il vous plaît. Sous la pression des tirs, les ministres doivent être évacués en urgence. En pénétrant le centre-ville, largement contrôlé par les groupes armés, le gouvernement a tenté un geste symbolique pour affirmer l'existence de l'État. Leur venue suffit à déclencher manifestations et colère des habitants. Révolution jusqu'au bout. Nous demandons pour déchouquer nous voler ça parce qu'on n'est pas capable encore. Pour faire une tramontie, nous pas qu'à vivre, nous pas qu'à venir pour nous l'école, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à sécurité. La situation est pas bon. Et coups de balle qui a pété, sans arrêter. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables encore. Le pays a insécurité très raide. Insécurité qui est très raide dans la société. Même l'école, rien pour qu'on fasse dans Port-au-Prince. Toute bagaille fermée, pas de vie, pas de rien. Les gens ne peuvent pas vivre. Et qui frappe les balles? Des gangs. Des bandits armés qui frappent la population. Les habitants vivent au rythme des balles et semblent ne plus y prêter attention. Plongés depuis des années dans une spirale de violence que ni l'État haïtien ni l'intervention des militaires kényans n'ont réussi à stopper, Port-au-Prince a basculé dans un véritable Far West. Les gangs, réunis depuis 2 ans dans une coalition appelée Vivre Ensemble, contrôlent plus de 80% de la capitale et s'enrichissent grâce au trafic de drogue, d'armes, le racket généralisé et les kidnappings. Aujourd'hui, des pans entiers de la capitale ont été vidés de leurs habitants. Plus d'1 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, tandis que des dizaines d'écoles, hôpitaux, églises et commerces ont été pillés ou détruits. Le bilan est extrêmement lourd. Plus de 16 000 morts et autant de blessés depuis l'explosion des gangs en 2021, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Port-au-Prince est le miroir d'un pays à la dérive, où la violence, la misère et l'impunité se mêlent. En plein centre-ville, désormais transformé en zone de combat, s'étend le grand cimetière de Port-au-Prince. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous baissez? Vous êtes protégé par baron criminel. Angelo est membre du redouté gang de Tilapli. Il est retranché dans le cimetière depuis 1 an et demi, sans jamais en sortir et sous les balles qui sifflent. Je me sens chez moi ici. La police fait son travail. Même si les policiers détruisent le cimetière, ça change rien. On se sent chez nous ici. On doit partir à cause des blindés de la police qui circulent. Ces véhicules nous posent beaucoup de problèmes.
Venez, venez. Vite. Rapide. Ok. Au croisement de plusieurs quartiers sous contrôle des gangs, le cimetière est devenu un point stratégique dans ce conflit armé. Le gang d'Angelo le défend avec acharnement, repoussant chaque assaut de la police. Quand les policiers du blindé tirent, ils n'épargnent personne. Innocents ou femmes enceintes, ils ne font aucune distinction. Tout le monde peut être visé. Certains habitants cohabitent avec les gangs. Emmanuel a choisi de se réfugier dans le cimetière. Mais pour bientôt, depuis le moment, l'insécurité a mis 3 ans depuis la map dormi. Nous là, nous vivons. Et pas là, dans le cimetière, nous avons dormi. On a dit à l'abri. Bon, à l'abri, on va monter 200 personnes pour aller sur ton seul côté. On passe en toilette, on va te vivre comme ça. Vraiment, l'aime d'arrêter, bon, carrément, été boulé. Nous là, nous posons, nous n'attendons, nous sommes qu'on mettre là. On va rendre visite à Baron Criminel. Il faut aller saluer ce papa. Dans ce cimetière désormais livré à la guerre, Angelo reste attaché aux divinités voodoo qu'il vénère et qui le protègent. Lui, c'est Baron Criminel. Effectivement, il porte bien son nom. Baron Criminel. Si vous l'invoquez pour un acte criminel, il est toujours prêt à répondre à votre demande. Il est un peu comme un père. C'est lui qui me donne la force et le courage nécessaires pour lutter. Arrêté puis emprisonné, il s'évade en mars 2024 lors de l'assaut des gangs contre le pénitencier national. Ce jour-là, près de 3600 détenus s'enfuient. Comme Angelo, beaucoup rejoignent alors la coalition Vivre Ensemble. La police m'a arrêté un vendredi et m'a envoyé au tribunal. Le parquet du tribunal civil m'a mis en garde à vue et ils ont dit qu'ils allaient m'appeler le lundi pour me faire passer devant un juge. Et j'ai passé 6 ans et demi en prison. Ils m'ont jamais appelé ni jugé. Je suis resté arbitrairement en prison pendant 6 ans et 6 mois. Je me suis évadé grâce à Vivre Ensemble. Avec la situation d'insécurité que connaît le pays, je ne pouvais pas exercer ma profession de chauffeur de bus. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre les armes. Ce n'était pas du tout mon choix, ni mon désir de le faire. Mais je suis obligé de le faire. Après la prison, je suis retourné chez moi et le quartier était désert. Ma maison était détruite, il ne restait plus rien, aucun souvenir. Ce sont les gangs qui m'ont sorti de prison. Je peux rien faire sans eux. Si je les abandonnais, ma vie serait en danger. Quand je passe cette eau sur mon visage et que je la fais couler sur mes bras, je ressens une force surnaturelle qui entre en moi. Dans le secteur de Bois-Vernat, Carole se rend chaque jour au marché pour faire ses provisions.
Elle a tout perdu lors de l'attaque de son quartier par le gang d'Angelo. Si j'avais les moyens, je ne vivrais pas ici. Ce quartier, c'est pas un bon endroit pour vivre. Ici, c'est la misère, il y a des tirs et des gens meurent. Il faut se mettre à l'abri derrière une voiture. On doit se cacher. Quand on entend des tirs, ça résonne dans les oreilles. Je me sens pas bien du tout. C'est parce que je dois nourrir mes enfants que je continue mon commerce. Sinon, je sortirais pas. Je sors pas dans la rue sans raison. Carole n'a plus de toit et vit au camp de déplacés du Théâtre Rex, à moins d'1 kilomètre de son ancien domicile. Situé sur une des lignes de front qui traversent le centre-ville, ce lieu culturel emblématique, partiellement détruit par le séisme de 2010, abrite près de 2000 personnes. Les conditions de vie, déjà alarmantes, s'aggravent avec les rafales qui éclatent à répétition juste en face du camp. Et pour certains, les coups de feu ravivent le traumatisme d'avoir perdu un proche lors des affrontements. Dans les dizaines de camps de déplacés de Port-au-Prince, l'eau continue d'arriver, mais tout le reste s'est arrêté depuis que le président Trump a coupé les financements de l'Agence des États-Unis pour le développement. Carole et sa famille n'ont pas échappé à la violence des groupes criminels, ni à leur ambition de contrôler la ville. Depuis le décès de son mari dans un accident de voiture l'an dernier, elle vit avec leurs 2 enfants dans une modeste case de quelques mètres carrés. Ça fait presque 3 ans que nous avons quitté le quartier de Carrefourfeuille. Notre vie d'avant n'était pas si mal que ça. Je suis arrivée ici avec mon mari, mon fils et ma fille. Le jour de l'attaque, le gang a commencé par les maisons du haut. Nous, on n'avait aucun problème. On observait, mais on ne s'attendait pas à être dans la même situation un jour. Ceux qui vaquaient à leurs occupations, qui faisaient à manger, qui surveillaient le quartier. Quand tous ces gens sont partis, on a décidé d'emboîter le pas. Il y a ceux qui se sont éparpillés un peu partout, ceux dont on n'a plus de nouvelles, ceux qui sont morts. On a perdu pas mal de monde. Une fois partis, on nous a ouvert ce camp. On nous a ouvert le Rex Théâtre. Et c'est nous qui l'avons nettoyé. Il n'y avait que des herbes ici en arrivant. On a balayé, coupé les herbes et tout. Le bâtiment plus haut là, il était très sale. On l'a nettoyé en groupe. On a fini par y dormir, entassés, jusqu'à ce qu'on ait chacun sa petite maison à soi. Voilà. Tout est parti en vrille et depuis, je ne suis plus jamais retournée chez moi. Parfois, je préfère rester dans la cuisine parce que j'ai peur de sortir. J'ai vraiment peur de sortir. Je veux pas qu'une balle perdue me touche. C'est le mur de l'ambassade de France juste à côté. C'est ce mur qui nous protège un peu. C'est pas une vie. C'est une vie de misère. J'ai presque terminé, je vais râper la noix de coco. Je prépare pas beaucoup de nourriture parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce camp. Tous ceux qui peuvent, ils cherchent d'autres endroits où vivre. Il y en a qui aimeraient m'acheter de la nourriture, mais ils n'ont pas d'argent. Je prépare un plat qui coûte seulement 60 centimes et beaucoup n'ont pas les moyens de se l'acheter. La perte de tous leurs biens
et l'effondrement de l'économie du pays ont laissé les déplacés dans un dénuement total. Pour eux, seule la débrouille et la solidarité permettent encore de tenir. Son petit commerce permet à Carole de survivre, mais aussi de garder son esprit occupé, ne pas se laisser submerger par la tristesse et les épreuves qui l'accompagnent. Oui, juste une force. Parce que si on va comme ça, si on ne mourir pas balle, on pas balle. Juste depuis moi la fête, moi j'ai un petit problème, on privilège pour gérer ça pour lui, on tout courir faire pour lui. Moi-même, pas jamais quitter thème dans la mal de l'autre côté, qui shot masse parce que c'est bloc moi lui, pas jamais quitter. Vous comprenez? Masse c'est masse moi lui. Avec dit masse moi lui parce que des petits monde me lever là, on connaît grand monde, on connaît petit monde, on connaît ça ancien, on connaît ça pas ancien, on connaît ça nouveau. Ailleurs dans la ville, certains quartiers ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. À Nazon, la fureur des gangs a laissé derrière elle des maisons en ruine. Tout a été volé ou saccagé. Depuis leur départ, quelques habitants répondent à l'appel des autorités et regagnent leur foyer malgré la peur d'une nouvelle attaque. Balthazar est revenu seul après le retrait des gangs. Sous le choc, devant l'ampleur des dégâts, il décide aussitôt de rebâtir la maison familiale. Ils sont venus, ils ont ravagé tout, comme ça. C'est comme ça. Et après, après ça, ils nous ont dit de retourner chez nous. Voici chez nous maintenant. C'est comme ça. C'est la vie. Ça, c'est la maison familiale. Ma mère habitait là, moi en haut. J'ai une sœur là. Là, c'était ma nièce. Alors, deux nièces, une en haut, une en bas. Et là, mon petit-neveu. C'est écrasé. C'était en béton et bois. C'est brûlé. Et j'ai fini, j'ai nettoyé. Balthazar enchaînait les petits boulots, mais son principal revenu provenait de son minibus, qu'il utilisait comme taxi. Depuis que le véhicule a brûlé, il se retrouve sans ressources. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous aider. Mais on n'a jamais reçu d'aide de l'État. Jamais. J'ai travaillé très dur pour réaliser tout. Sans embêter personne. Et maintenant, regardez. L'État et les bandits, regardez. Et eux, les bandits et l'État, passent très bien. Beaucoup d'argent dans leurs mains. Et nous-mêmes, en tant que peuple qui ne veut pas
faire comme eux, on est les victimes. Voilà. On a volé, brûlé. Je n'ai rien maintenant, je suis à sec. Je n'ai rien maintenant. Est-ce qu'on prend non déjà? Jeudi à 11h, nous prenons le travail sur 10 ça. Nous avons une liste qui a 80 personnes là-dedans. Yes, même moi. Au bout de la rue de Balthazar vit le père Gary Maisonneuve, qui coordonne un programme de nettoyage du quartier. Ce matin, devant chez lui, il recrute des travailleurs. Tous ont quitté les camps déplacés pour se réinstaller dans leur quartier. Madame Moumouri? Oui, 15 novembre. Il est mort. Moi, j'ai 6 mois. Est-ce que vous prenez déjà? Oui, depuis lundi. Ah, mais jeudi à 11h, nous prenons le travail sur l'ISA pour nous faire mon. Attendez? Le père Maisonneuve est constamment escorté d'hommes armés parce que le projet est financé par l'État. Il devient ainsi une cible pour les gangs et certains policiers corrompus. Bon, on fait des nettoyages de Nazon pour faciliter la circulation, la rentrée des gens au quartier. Donc c'est ça que nous faisons maintenant. Parce qu'il y a un groupe de nos compatriotes qui ont fait du mal et nous sommes en train de faire quelque chose de bon, de bien pour la population. Donc nous avons besoin des bras pour reconstruire la zone. N'apprends petit vent, et puis travail l'arrêt, elle pas fait. Et puis n'a vient toucher. Les habitants ont peur de retourner maintenant. C'est pourquoi nous sommes ici, pour donner l'espoir, pour donner la garantie qu'ils peuvent retourner. On voit la présence de la police. Malgré leur vigilance, le père Maisonneuve et son équipe ont été surpris par l'irruption d'un gang dans la zone. C'est bon. Hein? Nous allons demander pour mettre blindé là, toujours. Nous avons prêté là plutôt pour toute éventualité. Il y avait un groupe armé par des hommes riches du pays qui veulent avoir tous les biens du pays et des politiciens fous, malhonnêtes du pouvoir, qui veulent avoir le pouvoir tout le temps. Donc ils ont armé des gens sans tête et après, les gens ont pris l'arme et fait des dégâts avec ses semblables. Ses semblables, des hommes qui ont les mêmes difficultés qu'eux. Une nouvelle journée de travail touche à sa fin pour le père Maisonneuve et les ouvriers. L'incertitude plane sur le quartier de Nazon, qui connaît une trêve, et chacun espère qu'il sera enfin épargné par les tirs. À Port-au-Prince, les services publics ne fonctionnent plus nulle part. Alors les habitants prennent le relais pour éviter que leurs rues ne deviennent des décharges à ciel ouvert. À moins de 100 mètres, démarre une zone déserte
où les blindés de la police progressent en territoire ennemi. Zone ça, point ça c'est un point qui rouge. Même un chien, même un chat, nous t'as remarqué là, il n'y a pas bon chat, il n'y a pas bon chien. Comprenez? Tellement zone rouge. Dans son dernier rapport, l'ONU estime à 500 000 le nombre d'armes illégales qui sont aux mains des gangs haïtiens. Un arsenal bien supérieur à celui de l'État. En Géo, c'est toujours même face à faire avec. Bon Dieu utilise plusieurs armes, grosses armes. En pile, non, souvent, il faut utiliser du feu, ça crée les cocktails là, pour envoyer sur blender. J'en collègue dans ce deal là, peinture tout. Une fois que vous voyez dans vite, il n'y a pas de possibilité pour rien. Dans les conditions ça, il y a possibilité pour envahir. Dès que vous n'avez pas de jeune renfort, ou pas assez de munitions tout, comme ça tout, les gars envahir. Dans un pays privé d'armée depuis 30 ans, la police se retrouve en première ligne. Une fois que nous traversons ces positions, ça nous mettons en fait. Et la hausse. On dit toujours qu'on utilise l'espace, il faut frapper. On est derrière, faut trouver. Mais tu cours, il faut même. Tu vois, derrière. Bati. Où est-ce qui traverse là? On va regarder là, civil qui va régler l'activité. Ils même prennent un risque, ils passent dans l'IA. Parfois, ils rencontrent des bandits armés qui ont campé, qui ont pris tout ça au procédé. Ils ont fait violence sur eux tout. Ils ont violé eux. C'est tout. Il y a une belle petite femme qui a passé, belle petite mesdames. Et puis, messieurs, et puis ils choisissent pour en haut. Ils font ça sur eux. Ils ont violé eux. Malgré qu'on ait une zone qui est rouge, ils n'ont pas l'autre choix. Ils sont obligés de passer. Puis ils règlent l'activité. Ils vont mener les petits à l'école. Ils vont le vendre. C'est la réalité dans vivre dans le pays. C'est comme ça. Chaque jour au quotidien. Dans la ville, les femmes ne sont en sécurité nulle part. Depuis le début de l'année 2025, plus de 2700 viols commis par les gangs et près de 1000 autres dans ou aux abords des camps de déplacés. Et derrière ces chiffres déjà accablants, il y a encore toutes celles qui se taisent, qui portent leur souffrance dans le silence. D'autres livrent leurs témoignages. Je rentrais avec mes enfants, j'ai tourné dans une rue. Dès que j'ai tourné, j'ai vu 2 hommes qui m'ont appelé. Ils m'ont dit « Avancez madame ». J'ai eu peur, j'ai vu qu'ils étaient cagoulés. Ils ont soulevé leurs t-shirts et montré leurs armes. Et ils ont dit « Si tu ne t'allonges pas, tu vas voir ce qu'on va te faire ». Alors j'ai obéi. Mais avant de me violer, ils m'ont dit de mettre les enfants plus loin. Ils m'ont donné des coups de pied, ils m'ont giflé parce que je ne voulais pas m'allonger. Et c'est quand ils ont pointé l'arme sur moi que je me suis couchée. Ensuite, ils m'ont violée. Mon fils aîné a tout vu. Abandonnée par son mari et rejetée par ses proches, elle affronte seule le prix cruel d'avoir simplement osé parler. Ça m'est arrivé de me dire que si j'en finissais avec la vie, quelqu'un s'occuperait de mes enfants. Un jour, j'ai fini par acheter de l'eau de Javel. J'ai commencé à la remuer. Mon fils aîné est arrivé et il a dit « Maman, tu prépares du lait ?» Je lui ai dit « Oui, je prépare du lait. » Et il a dit « Ah d'accord. » Puis il a senti l'odeur et il a dit « C'est pas du lait ça, maman. C'est de l'eau de Javel que tu chauffes. » Je lui ai dit « Non, ce sont des vêtements que je vais laver. » Et il a répondu « Mais je vois pas de vêtements par terre. Pourquoi tu dis que tu vas laver des vêtements ?»
Il a pris l'eau de Javel et est parti avec. Après ça, il m'a embrassée et m'a dit « Maman, si tu t'en vas, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Ça m'a bouleversée. Je me suis rendu compte que si j'avais laissé les enfants... J'ai fait plusieurs tentatives de suicide parce que la vie est... Si je suis honnête, les choses sont vraiment dures. Violée et rejetée par les siens, cette femme éprouve toute la violence qu'une grande partie de la société haïtienne inflige aux victimes de viol. Un crime utilisé comme arme de guerre par les gangs. Je me sens mélasse. Si je suis femme plus fou là, personne qui vient à rien non même. Je n'ai besoin de l'eau, c'est crédit machine. Crédit machine de l'eau, alors puis je me dégage, je me bats un petit lait, je me vends un petit grain de paix d'être mal vivre. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2025, 3117 civils ont été tués dans les violences liées aux gangs. La zone du Champ de Mars est marquée par une ligne de front qui compte parmi les plus meurtrières de la ville. Venez, on y va. Carole revient du marché quand les fusillades la rattrapent. Elle se presse pour se mettre à l'abri dans l'enceinte du camp et rassurer ses enfants. Vous entendez? Il est midi, il commence à tirer. Dès qu'il est midi, c'est toujours comme ça. Et vers 5 h du matin, c'est la même chose. Les coups de feu qu'on entend, c'est à cause des blindés. Quand la police passe, les échanges de tirs éclatent. Le quartier est devenu dangereux parce que la base des blindés est juste à côté. Il y a quelques jours, plusieurs personnes ont été touchées par des tirs. J'avais pas une grande maison. C'était une seule pièce, mais j'avais de vrais murs. Si tout s'était bien passé, je serais en train de finir les travaux chez moi. J'ai même pas eu le temps d'en profiter. Les gangs l'ont pillé, je venais à peine de tout acheter la veille. Le lendemain, je devais fuir. Carole a tout perdu, mais ses enfants lui rappellent qu'elle est encore vivante. Alors elle se bat, chaque jour, rêvant du moment où une fois les gangs désarmés, elle pourra enfin rentrer chez elle avec ses enfants et repartir à zéro. Je voudrais dire à tous ceux qui vivaient à Carrefour-Feuille et qui vivent aujourd'hui dans un camp de déplacés, j'aimerais leur dire qu'ils connaissent la raison pour laquelle Vivre Ensemble se bat contre l'État. Les gangs ne les empêchent pas de vivre normalement. Les gars de Vivre Ensemble souhaitent que la population retourne chez elle, mais c'est l'État qui les en empêche. J'ai été emprisonné à tort. J'ai passé 6 ans et demi derrière les barreaux, sans jamais voir un juge. À cause de ça, je déteste encore plus l'État. Tout est dévasté. Et moi aussi, j'ai tout perdu, y compris mes enfants. Je sais même pas où ils sont. Tout ça me rend très triste. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie au gang. Je voudrais retrouver ma vie d'avant, mais actuellement, je vois aucune issue.
Angelo a raison d'être pessimiste, puisqu'aux yeux de l'État et de la population, il est un homme à abattre. Sans une paix durable accompagnée d'une amnistie pour les gangs, il y a peu de chances qu'il puisse un jour revoir ses enfants. Au Champ de Mars, dans un moment d'accalmie, un attroupement se forme autour d'un véhicule de police. À l'arrière, une femme arrêtée quelques minutes plus tôt est soupçonnée d'avoir des liens avec un gang. Quand le chauffeur réalise que la scène est filmée, il sort brusquement et nous met en joue. Peu après, la femme est emmenée au bout de la rue pour y être exécutée. Dans une ville en guerre, débordée et sans ressources, la police se débarrasse immédiatement du corps. C'est ça, la justice en Haïti aujourd'hui. Haïti a déjà connu l'instabilité politique, mais jamais la nation n'a été aussi menacée. La réponse à la violence des gangs se fait attendre et le pays se divise sur la possible intervention plus offensive de militaires étrangers. Et comme cette cohorte humaine qui avance en silence vers la zone morte, là où seuls les blindés s'aventurent encore, Port-au-Prince semble avoir basculé dans l'abîme. Une certitude demeure pourtant. Tant que la population continuera de résister, le pays n'aura pas totalement renoncé à son avenir.